C'est l'heure du grand entretien avec Laurent Geoffrin. On est très content de vous accueillir sur France Info. Charles Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes l'ancien président du Conseil européen qui préside les chefs d'État de gouvernement des 27 de l'Union. On s'en souvient. Vous avez été témoin de nombreuses crises et acteur. Et vous êtes aussi ancien Premier ministre belge. Sans langue de bois, maintenant que vous n'êtes plus aux affaires, sur une échelle de 1 à 10, comment va l'Europe aujourd'hui ? Je dirais 5, c'est le verre à moitié vide ou à moitié rempli. D'une part, je pense que les derniers développements ont amené les Européens à être peut-être plus lucides sur la réalité du monde auquel nous faisons face. Donc, la prise de conscience, c'est un premier aspect qui est indispensable avant de prendre des décisions intelligentes et impactantes. Cependant, c'est vrai que moi qui suis un Européen très passionné et très engagé, je suis parfois sur ma faim, comme on dit en Belgique, parce que je pense qu'on devrait aller plus vite. On sait ce qu'il faut faire. Parce que 5, c'est la moyenne à peine. Et on est trop lent. On résiste ou pas vraiment dans cette ère des prédateurs face à un Xi Jinping et à un Donald Trump qui mènent la guerre commerciale, numérique? Si je prends l'exemple de l'Ukraine, je pense qu'on est beaucoup plus ferme que ce qui pouvait être imaginé il y a quelques années quand cette guerre a Aujourd'hui, démarré. on est le bailleur essentiel de l'Ukraine. Et depuis quelques temps déjà. Et c'est déterminant, c'est décisif, parce que je pense qu'il n'y avait pas cette fermeté européenne en termes de soutien politique, financier, militaire. Je pense que l'Ukraine ne serait pas dans la même posture. C'est un premier point. Par contre, si je prends l'exemple de la compétitivité européenne et de cette grande course pour être premier entre la Chine et les États-Unis, je trouve que l'on est trop lent pour mettre en place les mesures qui s'imposent afin qu'on ne soit pas simplement au menu de cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Et là, c'est vrai que sur ce plan-là, je suis sur ma faim. Vous avez vu qu'en matière industrielle de défense, on voit les efforts de défense avec la menace russe vraiment croître partout en Europe, mais le SCAF, vous étiez aussi aux affaires, c'est cet avion de combat franco-allemand qui a été abandonné. Qu'est-ce qui dit cet échec? C'était une proposition, une promesse même d'Emmanuel Macron. Oui, je suis déçu que ce projet ait été abandonné, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Je m'explique. À côté de cela, il y a beaucoup de progrès réalisés en matière de défense en très peu de temps sur le plan européen. D'une part, il n'y a pas de doute maintenant que l'on est en train d'augmenter massivement les investissements pour la défense, et l'enjeu, c'est d'éviter la fragmentation et de donner de la cohérence dans tout cela. Je donne un exemple. Quand j'étais Premier ministre, avec les Français, on a beaucoup progressé sur les véhicules blindés, les Camo, ce projet Camo qui était un projet industriel avant le début de la guerre contre l'Ukraine. Avec les Néerlandais, on a beaucoup avancé dans le domaine naval en termes d'investissement industriel. Donc moi, je crois que la défense européenne, elle ne passera pas trop par la Commission. Je ne crois pas trop que les bureaucrates de la Commission... vous dites les bureaucrates de la Commission, vous qui avez été à Bruxelles pendant des années. C'est qui les bureaucrates? C'est Ursula von der Leyen? Je ne me considère pas moi comme un bureaucrate. Elle est la chef des bureaucrates de la Commission, en effet. La chef des bureaucrates, elle appréciera. Vous avez toujours eu des relations difficiles avec Mme von der Leyen. En effet, parce qu'il y a une divergence fondamentale entre elle et moi et qui touche très directement à l'ambition de souveraineté de l'Europe. Je pense qu'elle n'a pas la même ambition que moi en termes de souveraineté de l'Europe. Je pense qu'elle s'est beaucoup soumise déjà durant son premier mandat. Par rapport au pays qui la compose ou par rapport à l'extérieur? Principalement par rapport à la relation aux États-Unis et par voie de conséquence par rapport à la relation conciliante avec les États-Unis. Absolument, et ça s'est vu de manière très douloureuse selon moi, déjà dans son premier mandat quand elle était très, très faible pour défendre les intérêts industriels, les intérêts économiques. Elle s'est couchée sur l'accord commercial? Je ne vais pas utiliser ce vocabulaire-là, mais il est certain qu'elle a manqué une occasion. Et du reste, je pense effectivement que le masque est tombé. On ne peut plus maintenant faire semblant qu'on ne voit pas ce qui se passe aux États-Unis. On voit quand même bien que la priorité pour les États-Unis, c'est la compétition avec la Chine. Et si pour cela, il faut brutaliser les alliés pourtant fidèles en Europe, on ne se prive pas de brutaliser les alliés fidèles en Europe. Il faudrait éclaircir pour les téléspectateurs, parce que les gens, ils pensent que Mme von der Leyen dirige tout en Europe. Mais vous étiez président du Conseil européen. Bon, le Conseil européen, c'est lui qui prend les décisions, c'est pas la Commission. C'est pas tout à fait juste. En fait, vous avez raison qu'il y a une interaction entre la Commission européenne, qui est l'organe plus administratif, les experts bureaucrates de la Commission, et l'organe politique, c'est le Conseil. Mais en réalité, on voit que sur certains sujets, le Conseil européen, lorsque j'étais aux commandes de ce Conseil européen, a pu effectivement forger des décisions politiques. Le soutien à l'Ukraine, c'est le Conseil européen qui a donné l'indication immédiatement, on va soutenir l'Ukraine, on va sanctionner la Russie.
dans ce Conseil, il y a toujours les principaux pays. En tout cas. Moment, la France, par exemple, les 27 chefs d'État sont représentés. Quand les Français disent c'est la Commission qui nous oblige à faire quelque chose. Mais c'est parfois vrai, parce que je donnais un exemple, je voulais donner deux exemples. Un exemple qui montre le leadership politique du Conseil sur l'Ukraine, par exemple. Sur le Covid, c'est le Conseil qui a donné le leadership. C'est Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont décidé de mettre en place un fonds de relance. C'est pas la Commission européenne. Après, elle a exécuté la décision prise par le Conseil. C'est tout. Premier élément. Par contre, le reproche que je fais à cette Commission européenne, c'est d'abuser parfois de son droit d'initiative. La Commission est la seule qui peut déposer des textes réglementaires sur la table. Et la Commission, souvent, tarde à déposer les textes, ce qui empêche le démarrage du débat politique, certes compliqué entre les États membres, mais on ne peut pas reprocher aux États membres de ne pas être d'accord s'il n'y a pas une proposition juridique sur la table qui permet de démarrer une négociation. Mais vous ne lui enlevez aucune dans le domaine énergétique. Dans le domaine énergétique, elle a fort attendu, après la guerre déclenchée par la Russie, pour déposer des textes qui étaient pourtant indispensables, parce qu'elle souhaitait, je pense, protéger quelques-uns. En effet, je pense que c'était sans doute une des raisons à l'époque, et c'était pas cliente du gaz russe à l'époque et qui a mis du temps à s'en déprendre. Je pense que la Commission européenne doit incarner cette responsabilité d'être le gardien des traités. Et donc, il n'y a pas de politisation possible. Quand elle est le gardien des traités, on doit dire ça c'est conforme au traité, ça c'est pas conforme au traité. On ne peut pas faire une interprétation à géométrie variable. C'est ce que fait Mme von der Leyen. Elle politise les traités. Je pense de plus en plus effectivement. Dans un sens pro-américain, pro-allemand. Je pense effectivement qu'il est arrivé. Je prends l'exemple de ce fameux Inflation Reduction Act, pardon de parler anglais en France. Ça, c'est le grand plan massif américain. Ce plan massif de subsides américains pour soutenir la green tech américaine. Si on observe les traités et les règles internationales, la Commission devait mettre sur la table le lancement d'une procédure d'infraction d'une part et mettre en place des mesures réciproques de même ampleur pour les États-Unis. La Commission ne l'a pas fait. C'est stupéfiant. Ce qui aurait été normal, c'est que la Commission pose ces armes-là sur la table, et à la limite, c'est les États membres qui auraient dû calmer la Commission en disant « Attention, il y a un enjeu politique, on va voir si on ne peut pas négocier avec les États-Unis. » C'est qu'il est temps que l'Europe se réarme de protectionnisme, de règles communes pour se défendre de l'extérieur. Vous nous trouvez encore trop timides? Non, moi je ne crois pas au protectionnisme. Non, je ne crois pas au protectionnisme. Je pense que d'ailleurs ce serait... Ou les aides publiques, les aides européennes aux entreprises. On peut laisser l'industrie chinoise détruire des secteurs entiers en Europe? Absolument pas, mais je vais vous dire ce que je vois comme étant l'instrument qu'il faut mobiliser. Je pense que de très nombreux pays dans le monde n'ont pas envie d'être piégés par cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Et de très nombreux pays dans le monde croient à un monde ouvert, avec des règles, avec des principes. Et je pense que l'Europe doit prendre la tête d'une coalition avec le Canada, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec des économies en développement. Qu'est-ce qu'on fait pour les douanes alors ? Eh bien, je pense qu'on doit négocier davantage d'accords commerciaux, dans le jargon on dit plurilatéraux, avec des règles communes qui élèvent et qui améliorent les règles du jeu équitable pour que l'on ait effectivement des standards les plus concordants possibles, les plus convergents possibles. L'accord commercial avec le Canada est un bel exemple. Peut-être vous souvenez-vous qu'au moment de cette négociation, il y a eu partout en Europe des contestations de parlements nationaux. Aujourd'hui, on voit, heureusement que cet accord existe, qui amène effectivement davantage de prospérité, davantage de connexions politiques également. Oui, alors... mais il y a le Conseil économique, pas économique, de prévision, je ne sais plus comment il s'appelle. Conseil d'analyse. D'analyse, voilà, ça, le gouvernement français en fait, il a fait un rapport pour des conclusions, si on ne met pas des droits de l'homme à 30%, on est mort. Oui, moi je pense que l'histoire du monde a montré que le protectionnisme et l'escalade sur les droits de douane a amené de l'appauvrissement et a amené des tensions, et a amené des conflits, et a amené des difficultés. Du reste, on verra. Mais je pense que les États-Unis vont se mordre les doigts tôt ou tard de ce choix économique qui est fait. Et l'Amérique d'abord risque bien d'être l'Amérique toute seule. Je voudrais vous entendre aussi sur la question de la souveraineté numérique. Parce qu'on a parlé de l'industrie, un peu de défense. Vous avez vu la décision encore de Donald Trump, The Boss, c'est comme ça qu'il s'est présenté à Evian, hein, I am the boss. Tiens, on va l'écouter un instant, puis je voulais vous faire réagir, on reparle de Anthropic juste après. Donald Trump. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Il rigole.
C'est quoi? C'est de la flatterie? Il est le patron, il le dit. J'ai souvent participé à des sommets du G7, du G20, je vois bien quelle est l'ambiance. Et moi, je soulignais le travail d'Emmanuel Macron comme président du G7 pour essayer de préserver cette unité, d'amener le G7 à prendre des décisions. Et donc, effectivement, il y a un relationnel, il y a la psychologie qui est nécessaire. Mais est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Je pense que quand on dit qu'on est le boss, c'est que c'est peut-être qu'on ne l'est pas réellement. Mais quand même, il est arrivé après les autres. Oui, et c'était peut-être délibéré. Mais cela étant dit, à mon avis, le sujet absolument central, c'est est-ce que l'apaisement systématique de Donald Trump fonctionne? Oui, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de fermeté. Je ne parle pas ici d'une séquence. Il a eu une rencontre apaisée avec Volodymyr Zelensky. Manifestement, il a été touché par cette rencontre. Il a vu des images, notamment de l'église de la Dormition à Kiev en flammes. Et d'après Emmanuel Macron, il aurait changé à Évian. Vous n'y croyez pas? Sur l'Ukraine. C'est une excellente nouvelle si c'est le cas. Mais ce à quoi on fait face, c'est quoi tout de même? Cette alliance transatlantique créée après la Deuxième Guerre mondiale, qui devait garantir la sécurité, la paix, conditions pour la prospérité en Europe, qui est fondée sur un article, l'article 5 de l'OTAN, qui est l'assistance mutuelle, cette garantie extrêmement forte. Vous avez un président des États-Unis qui, de manière répétée, régulière, publiquement, met en doute la force de cet article 5 de l'OTAN. Premier point. 2, vous avez un président des États-Unis qui, de toute évidence, n'a pas le même regard sur l'Ukraine que celui que nous portons, nous, Européens. On se souvient de l'humiliation injuste de Volodymyr Zelensky dans un bureau ovale à la Maison-Blanche, utilisé pratiquement en studio de télé-réalité pour crosser le président les services ukrainien. américains disent exactement la même chose. Ils nous humilient. Quel est le point que je nous fais? dénigrent. La liste des différences sur des sujets clés entre l'Europe et les États-Unis est de plus en plus longue et c'est de plus en plus visible sur le changement climatique, sur le système multilatéral, sur le Groenland, sur l'Ukraine, etc., etc. Allez, je vais vous surprendre. Moi, je n'accable pas les États-Unis. C'est le choix des États-Unis, c'est la société américaine qui amène ce type de leadership. Mais je m'interroge comme Européen, comment peut-on doper notre compétitivité, renforcer nos instruments, réguler mieux, de manière plus intelligente, investir de manière plus ciblée. En tout cas, alliés ou adversaires? J'ai l'impression, sur certains sujets adversaires, sur le climat, il y a certains qui ont des points de vue différents. Sur le Groenland, on n'a pas les mêmes points de vue. Sur le Proche-Orient, je ne suis pas certain qu'on ait les mêmes points de vue. Et quel est le vrai sujet, en fait, selon moi, après cette expérience, autant d'années dans des fonctions internationales? Je pense que le vrai sujet, c'est que depuis des années maintenant, ça a démarré déjà avec Barack Obama, en réalité, les États-Unis considèrent que la priorité absolue, c'est la Chine, donc c'est la région Indo-Pacifique qui est la priorité absolue. Et nous sommes regardés comme Européens comme étant un partenaire instrumental. Quand on peut servir les intérêts américains, c'est utile et c'est très bien. Si à un moment donné, nous avons le souhait de développer notre propre vision de nos relations internationales, notre propre vision de notre intérêt économique, il y a un problème qui se pose. Il y a ce que j'appelle le retard cognitif. Vous savez ce que c'est le retard cognitif? C'est quand on regarde quelque chose, on n'aime pas trop ce que l'on voit et on se dit on va baisser les yeux, on fait comme si on ne voit pas ça. Mais parfois les Européens sont de retard cognitif, ça met un peu de temps avant de prendre les mesures. Mais tôt ou tard, nous prendrons les mesures parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative. Même si on a un peu de déni ou de réveil difficile, la décision sur Anthropic, elle pose toutes ces questions-là, parce que c'est quelle souveraineté numérique en Europe, quelle réponse sur l'intelligence artificielle. Anthropic, donc c'est cette société d'IA américaine. Donald Trump a décidé de nous couper l'utilisation de ces deux modèles les plus puissants du jour au lendemain. Ça a privé des millions d'utilisateurs. D'abord, est-ce que c'est une bonne manière ? Et qu'est-ce qu'on fait? Tous les candidats à la présidentielle ont répété souveraineté numérique, mais est-ce qu'on a les moyens de la construire? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard face au big tech, face au cloud, face à toutes ces données qui sont aux États-Unis? Premier point, et si on a pris du retard, oui, nous avons pris du retard, et principalement pour deux raisons. Parce que nous avons un marché des capitaux trop fragmenté, et donc chaque fois que nous avions des très bonnes entreprises en pointe dans le domaine digital, tôt ou tard, ces entreprises, pour grandir, étaient achetées par la Chine, par des entreprises chinoises ou par des entreprises américaines. Ça, c'est un premier point. Et deux, est-ce que l'on a régulé de manière intelligente dans le domaine? À mon avis, on n'a pas régulé de manière intelligente. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit trouver cet équilibre difficile. On a trop régulé je pense qu'on a régulé trop vite et trop fort. Je veux dire pourquoi? Parce qu'on a regardé
pratiquement exclusivement le potentiel de l'intelligence artificielle sous l'angle des risques. Et c'est le problème de l'Europe. Nous avons une panique face aux risques. C'est peut-être lié d'ailleurs à notre histoire, le souhait de protéger, c'est ce que disent en partie les Américains, les droits individuels. Donc je pense que ça freine le progrès. Absolument. Il y a absolument qu'il y a parce que excusez-moi de vous couper. On a dit la même chose au moment du début du développement des grandes multinationales comme Google, etc. Donc on n'a rien fait du tout. Et 20 ans après, on s'est aperçu que c'était un désastre et qu'il fallait absolument réguler. Oui, mais je voudrais. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de régulation qui est nécessaire. La question, c'est que la régulation, elle présente bien l'équilibre nécessaire entre la gestion du risque, la prise en compte du risque et le potentiel, le vaste potentiel en termes de compétitivité, de productivité, et ce que ça signifie pour notre sécurité, pour notre technologie. Et donc, je pense qu'il y a un déséquilibre. Et du reste, si je prends l'exemple du Green Deal de Mme Ursula von der Leyen, le pacte vert européen, ben, c'est la même chose. On a été très vite, très fort, je pense sur certains points très extrêmes, puis ensuite, on a dans le secteur automobile. Puis on détricote ce qui a été fait. Résultat, on donne une image qui ne permet pas à nos entreprises d'avoir une vision stable et sécurisée. Si l'utilisation de l'intelligence artificielle, sans payer de droits d'auteur, détruit l'ensemble de la presse, des médias et des maisons d'édition, vous ne pensez pas qu'il faut un peu réguler avant que ça se produise? Non, mais moi... Vous ne pensez pas qu'il faut les obliger à payer un droit d'auteur, ce qui est une régulation, et ça n'empêche pas leur développement? Donc il y a 2 points. Il y a le développement de la technologie pour plus de compétitivité, pour plus de productivité, pour des opportunités, c'est un premier point. Et puis il y a un autre sujet, vous avez raison, c'est la relation financière entre l'Union européenne et les grandes entreprises américaines. Et là, effectivement, il y a plus de naïveté sur le plan européen. Et ce point-là, et Thierry Breton a joué un rôle très important que je souligne, est un point que je soutiens totalement. Cela étant dit, le cœur du sujet, quel est-il? Rapidement, parce que je voudrais qu'on vous interroge aussi sur l'Iran. Allez-y. En un mot, des pays dans le monde, des pays plutôt autoritaires, voient l'intelligence artificielle comme un moyen de garder sous contrôle leur système, leurs citoyens, et d'avoir une emprise contre la dignité, contre la liberté personnelle. Et on a le sentiment qu'aux États-Unis, il y a effectivement leur regard sur l'IA comme étant un moyen de dominer d'un point de vue économique et financier. Donc il y a une voie européenne pour être éthique tout en innovant. Exactement. C'est très clair. Je voudrais juste vous poser 2 petites questions. On entre dans une campagne présidentielle en France, vous le savez bien. Est-ce que le risque d'ingérence étrangère est plus que jamais important? Je pense évidemment à Poutine. Le risque est réel, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de conscience, de lucidité qu'auparavant de ce risque. Et donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'efforts mis en œuvre, à la fois pour détecter et pour réagir vite. Parce que je pense que face à cette menace, il faut détecter et il faut communiquer. Et je voudrais vous interroger enfin sur cet accord qui a été donc signé dans l'écrin royal de Versailles au château mercredi soir par Donald Trump, accord irano-américain. Beaucoup d'observateurs ne voient pas beaucoup les concessions iraniennes. Elles disent même qu'elles avantagent Téhéran. La population iranienne, c'est la grande sacrifiée. Il n'y a pas de doute que d'abord cet accord est une très grande déception. C'est un premier élément. Et puis ce qui est tragique, c'est effectivement l'abandon de la population iranienne. Il y a eu 2000 exécutions par pendaison en Iran l'année passée, 6 pendaisons chaque jour en Iran. La question que l'on doit se poser comme Européens, c'est est-ce que ce que l'on a fait jusqu'ici fonctionne? Ça ne fonctionne pas. On le voit bien. D'une part, on a tenté beaucoup le dialogue, la négociation, l'apaisement avec ce régime. Ça n'a pas fonctionné. On voit bien que ce régime a multiplié le soutien à des proxys pour déstabiliser l'ensemble du Proche-Orient, le terrorisme, les kidnappings politiques d'étrangers pour intimider les gouvernements occidentaux, y compris en Europe. Donc moi, je crois effectivement qu'il y a une autre voie, qui est le soutien à l'opposition, à la résistance iranienne, à ceux qui sont mobilisés. Il y a à Paris, demain, la mobilisation d'une coalition d'organisations, y compris le NCRI, dirigé par Madame Rajavi, et qui porte un plan en 10 points que j'invite vraiment chacun à lire. Ça prend 1 ou 2 minutes. C'est un plan qui soutient la démocratie, qui soutient les libertés, un Iran républicain séculaire, avec la liberté de religion, l'égalité entre les femmes et les hommes, un Iran en paix avec le voisinage. Et si nous, Européens, ne sommes pas fermes pour défendre ces principes démocratiques, ces principes de liberté, qui va le faire? Et donc, effectivement, je suis très mobilisé dans ce cadre-là. Merci beaucoup.
Merci Charles Michel d'être venu sur France Info. Merci à vous Laurent Geoffrin. Merci pour votre franc-parler. C'est pas si fréquent chez les hommes politiques.